Bonjour les amis, j'espère que vous passez un bel été, que vous avez de belles vacances et assez longues, si possible, ça serait bien, dans des régions que vous aimez et que vous en profitez pour vous, vous en profitez pour les vôtres. Euh, je vous avais parlé beaucoup durant le confinement, durant toutes ces choses qui se sont passées dans la période Covid, euh, d'une sorte d'actualité que je constatais, que j'observais vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce qui se passe, des différentes choses qui étaient annoncées, des blocages qu'on vous donnait, de l'essai perpétuel de privation de vos libertés à travers tel ou tel concept, à travers telle ou telles annonces. Bon, c'est des choses qui continuent, qui montent, qui descendent, hein, ça avance, ça évolue, c'est comme ça. Et il y avait un constat quand même que dernièrement, en tout cas depuis décembre, le dernier décembre là, jusqu'à presque maintenant, les gens étaient repartis dans une... Généralement, les gens étaient repartis dans une sorte d'euphorie, avaient presque pas lâché, mais presque distancé, perdu de vue un petit peu les chouettes réflexions qu'ils s'étaient mis, les prises de conscience, comme si tout d'un coup le quotidien avait repris le pas sur les choses qu'ils avaient conscientisées. Beaucoup de gens avaient vu, s'étaient aperçus que à travers le télétravail, à travers le fait de ne plus pouvoir aller au boulot, eh bien, il y avait quelque chose de précieux dans le temps qu'on s'accordait, dans la façon dont on passait nos journées finalement, et se retrouver à vraiment apprécier ça, à voir que quand on sort de la course du quotidien, la course à l'argent, la course à un certain bien-être, à un certain confort, eh bien, on retrouvait quelque chose qui était bien plus glorifiant, bien plus appréciable, même en termes de confort, que de travailler tous les jours comme des fous pour gagner de quoi s'acheter notre bonheur ou notre bien-être. Puis après, les choses ont repris, les possibilités de recirculer, de retourner au restaurant ont repris, et puis de fil en aiguille, les gens, et j'en fais partie, hein, les gens d'une manière générale, dans une certaine mesure, certains plus, certains moins, mais avaient repris une sorte de participation à cette course folle. Se mettaient à plus bouger dans des endroits qui les intéressaient moins pour des raisons qui étaient plus alimentaires qu'autre chose. Se mettaient à faire des choses qui étaient un espèce de quotidien social plutôt qu'une envie profonde d'être dans tel ou tel endroit. Et puis c'était un peu dur, c'était un peu lourd à porter pour les gens qui avaient plus profondément pris conscience, parce que peut-être il y avait un espoir qui s'était créé, on se disait ah, enfin les choses changent, voilà, les gens s'aperçoivent que le ciel est de plus en plus bleu, que les cours d'eau sont de plus en plus propres, qu'il faut avoir un œil différent vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis de ses prochains. Et c'est chouette, ça donnait du baume au cœur pour les plus sensibles, on va dire. Ceux qui aspirent, ceux qui ont envie de retourner à quelque chose de plus simple, de plus pur, de plus naturel. Et c'était pour moi, entre parenthèses, mais pas que, c'était difficile parce que je crois qu'il s'était accroché une sorte d'attente en moi, une attente que les gens aient enfin en groupe quand même monté leur conscience et vu que il y avait quelque chose à changer au niveau de ces sociétés, qu'il fallait faire ça, et puis que on pouvait pas le faire en demandant à ceux qu'on a élus comme nos dirigeants, à ceux à qui on a attribué un certain degré d'autorité pour conduire notre parole et notre volonté. On s'est aperçu que on pouvait pas leur demander à eux, on s'aperçoit qu'on peut pas leur demander à eux, et que finalement c'est à nous qu'on doit demander ce genre de choses. C'est à nous qu'on doit euh, euh, faire confiance, et c'est sur nous qu'on doit compter pour pouvoir changer ces choses. Parce que si on attend qu'une loi le propose, si on attend qu'un espèce de cadre soit posé pour pouvoir inciter les gens en groupe à avoir un bon comportement, c'est pas gagné, parce que les lois sont plutôt décadentes. Les différentes choses qui sont proposées par les institutions qui dirigent les pays, donc les gouvernements, etc., sont limite vicieuses. Même pas limite vicieuses, sont vicieuses. Tout est destiné à, à leur faire gagner plus de pouvoir, plus d'énergie. Par énergie, j'entends l'argent, bien qu'ils en manquent pas. Et nous on court comme des petits fous comme ça pour alimenter ce système. Et on s'aperçoit que
quand on veut faire changer un système, on ne peut pas revendiquer pour que le système il change et puis qu'on soit content du résultat. On est obligé de le changer par nous-mêmes, on est obligé de changer nous-mêmes. Il y a beaucoup de bons penseurs, de philosophes qui ont dit, hein, soit le changement que tu souhaites voir s'incarner dans ton peuple ou dans ta vie, dans la vie même en général. Et je crois que ça restera toujours une parole qui est juste et qui ne peut pas être plus efficace que tout le reste. Et bien là, maintenant, on est fin juillet. Moi, je suis encore, j'ai pris quelques congés un petit peu là durant juillet et un petit peu pendant août pour me ressourcer, pour me retrouver, pour renouer avec mon environnement, pour être aussi plus proche des miens. Pachi compris, Pachi qui est là, Pachi compris, et ça fait beaucoup de bien et je peux me redétacher à nouveau de cette espèce de course dans laquelle je me suis réengagé moi aussi. Alors je m'y suis pas réengagé 100% bien sûr, peut-être que j'ai mis un petit 10%, et puis j'ai toujours cette personnalité qui fait que j'aimerais profondément un changement. Mais en fait le changement, c'est peut-être ça qu'on pourrait transmettre aujourd'hui qui est intéressant de voir et d'observer sous cet angle-là et puis d'autres angles. Mais le changement, en fait, il n'a pas besoin d'être global ni total pour qu'on puisse l'apprécier. Et on a cette tendance un petit peu l'humain à... j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on a une espèce... C'est ce qui permet la survie, hein, finalement. On a cette tendance à vouloir toujours faire partie d'un clan, naturellement, avant même que les sociétés soient en place, avant même qu'il y ait des dirigeants, qu'il y ait des monarchies ou autre chose. L'être humain, déjà, par nature, il a cette tendance à chercher à se rassembler sous forme de clan, de communauté, parce que ça lui permet la survie, ça lui permet de pouvoir plus facilement nourrir les siens, ça lui permet de pouvoir être plus facilement protégé. C'est clair que si on est seul à dormir dans une grotte le soir, soit on dort, soit on surveille l'entrée. Si on est plusieurs à dormir dans cette même grotte le soir, à tour de rôle on peut dormir, il y a toujours une vigilance qui est là. Et puis donc, naturellement, on comprend que le fait d'être un ou le fait d'être plusieurs, ça peut changer véritablement la donne dans l'aspect survie. Et l'aspect survie, même si vous avez l'impression que votre survie, c'est de gagner votre salaire et de payer votre leasing et votre loyer, c'est pas ça. L'aspect survie, c'est vraiment l'aspect rester en vie. Et donc rester en vie dans un environnement naturel où il n'y a pas de société, mais où il y a vous, les êtres humains et les autres animaux et la faune et la flore qui vous environnent, c'est surtout de faire attention de ne pas se faire manger par un prédateur qui pourrait éventuellement mettre fin à nos jours. Donc c'est surtout ça qui est la structure et le programme premier de ce qu'on appelle notre cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien qui est lui-même dirigé pleinement dans ce qu'on appelle le mental intellect, qui est pleinement dirigé par notre ego, qui à la fois notre ego est un vrai casse-bonbon, mais à la fois a permis aussi d'être comment on appelle ça, une interface de survie. Il a cette tendance donc à vouloir être programmé pour pouvoir s'unir en communauté et en clan. Et pour arriver à s'unir en communauté et en clan, il faut qu'il y ait une sorte de feeling. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on en ait envie. Parce que si on n'en a pas envie, ça pourrait donner le résultat tout contraire. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un soutien, une solidarité, il pourrait y avoir des rivalités et peut-être même des menaces. Donc pour pouvoir se réunir et se rallier à des gens qui nous ressemblent et qui pourraient potentiellement assurer notre sécurité et en retour nous assurer la leur dans une certaine mesure, assurer notre approvisionnement peut-être en nourriture et nous en retour assurer une sorte d'approvisionnement pour leur nourriture aussi, il faut qu'on ait des gens avec qui on ait une forme de confiance, avec qui on ait des atomes crochus, avec qui on ait une sorte
de feeling, on va dire ça comme ça, de ressenti, de bons ressentis, qui nous permettent de dire, bah voilà, je tiens à ces personnes, et comme je tiens à ces personnes, bah là j'ai trouvé des fruits, je vais les partager avec eux. Là ce soir on n'est que trois, et puis on dort dans la nature, il y a potentiellement peut-être des choses dangereuses. Ben, pendant que les deux autres dorment, moi je veille, et puis quand je me mettrai à dormir, je réveillerai un d'entre eux pour lui dire, bah garde un œil ouvert, parce que ben voilà, moi je vais maintenant dormir un petit peu. Donc ça, pour pouvoir le faire, c'est clair qu'il faut une certaine sympathie, de l'empathie, il faut une envie. Tout simplement, il faut une envie. Et l'envie, elle se crée que si les choses nous appellent. Si vous avez envie d'un fruit, envie d'un légume, c'est parce que son parfum, son odeur, peut-être son aspect visuel, sa texture, tout un tas de paramètres comme ça, vont vous appeler, vont vous attirer. Donc du coup, vous vous dirigez vers l'endroit où vous pouvez récolter cette chose pour la consommer ou pour la voir, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'irez pas vous diriger vers quelque chose qui ne vous appelle pas. Vous n'auriez pas l'idée de manger un caillou, parce que ben, ça ne vous appelle pas, ni en termes de goût, ni en termes de texture, ni en termes de quoi que ce soit. Vous allez essayer de péter vos dents à manger un caillou. Et ben, pour les gens, c'est pareil. Vous n'allez pas spontanément aller vers quelqu'un qui vous exaspère et dont vous trouvez le comportement horrible pour pouvoir s'allier à son clan ou l'allier au vôtre, parce que ben, quelque part il y aura un défaut de confiance, il n'y aura pas le feeling nécessaire. Et ce défaut de confiance, eh bien, il va vous mettre en doute, et finalement au lieu de dormir sur vos deux oreilles pendant que lui surveille, ben, vous n'allez pas être tranquille, vous n'allez pas dormir de peur qu'il vous fasse du mal ou qu'il vous pique quelque chose ou qu'il vous trahisse. Et donc, eh bien, pour pouvoir réussir à faire des clans, des communautés, l'être humain, naturellement, il a un aspect qui se traduit, alors moi je le donne dans les formations quand je parle de techniques de communication comme la programmation neurolinguistique, qui se traduit par ce qu'on appelle des synchronisations. Et les synchronisations, qui n'ont rien à voir avec les synchronicités, c'est une façon que l'être humain, il a naturellement, alors avant même de consciemment et délibérément entreprendre une démarche pour manifester cette synchronisation, il a naturellement et inconsciemment déjà des comportements qui visent à ça. Par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous surprendre, peut-être si vous êtes conscient de ça, à vouloir lui ressembler ou à être content qu'il vous ressemble. Donc quand vous allez dire ah je suis passé par tel job, je me rappelle j'avais galéré parce que dans tel pays j'avais habité un moment et puis tout d'un coup il y avait eu telle problématique, on s'est retrouvé comme ci comme ça, moi j'ai réagi comme ça, et vous avez la personne d'en face qui par attention et par intention de ressembler à vous, hein, eh bien elle va vous dire ah ouais putain moi c'est pareil, j'ai vécu ça, c'était comme si, putain moi j'ai fait comme ça et c'était super éprouvant, je te comprends trop et tout. C'est comme si on voulait ressembler à la personne d'en face pour s'y lier, pour avoir quelque chose qui nous permette de dire bon bah voilà, on se ressemble, on peut s'entendre, la façon que tu as de me raconter la chose, comment tu l'as abordé, comment tu l'as vécu et traversé me plaît, j'aime ce caractère, et moi justement je l'aime ce caractère parce que je suis un peu comme ça, moi aussi je suis combatif, je suis ci, je suis ça, et donc que ce soit de manière spontané comme ça dans une discussion ou autre, vous allez chercher ces synchronisations. Synchronisation, ça veut dire chercher une sorte de similarité, ça veut dire chercher à ressembler. Vous allez pouvoir observer, c'est très très intéressant. Moi quand je fais des formations et que j'ai 12, 15, 16 personnes, c'est flagrant. Vous avez donc les tables où les élèves sont face à moi et puis où je leur distille la formation que je donne, et vous allez voir qu'il y a des attitudes ce qu'on appelle du non-verbal, il y a des attitudes, des gestuels physiques qui sont flagrantes et que chaque personne au cas par cas ne remarque pas. Mais moi, face à eux tous, je le remarque. Je remarque que quand on discute de quelque chose, par exemple 60 ou 70, 70% du groupe des gens qui sont en face de moi, des filles et des garçons qui sont en face de moi, vont par exemple croiser leurs jambes dans les mêmes 20 secondes. Et ils vont croiser leurs jambes souvent, par exemple 60% vont croiser leur jambe droite sur leur jambe gauche. Alors eux, à titre individuel, les jambes sous la table, ils voient pas. Mais moi, je vois ces phénomènes se passer. Et en fait, ça, c'est quand un groupe est dans une bonne cohésion, quand il est bien synchronisé, même le corps cherche à ressembler au corps d'à côté ou à d'autres corps. C'est comme pour dire, je vibre pareil que toi, j'ai une fréquence qui est adéquate à partager des choses avec toi, et peut-être qu'ensemble on peut s'unir, ensemble on est plus fort. C'est vraiment le message que le cerveau reptilien entre parenthèses, essaye de transmettre à votre fonctionnement pour que vous puissiez le plus facilement possible séduire d'autres congénères afin de s'unir et en s'unissant être plus en sécurité et potentiellement plus fort pour pouvoir vous nourrir ou pour pouvoir construire.
Ça c'est vrai, et à la fois c'est merveilleux, c'est beau, et en même temps, c'est dans certaines autres facettes, certains autres aspects, quelque chose qui pourrait, sur un plan philosophique, peut-être un peu nous desservir. Alors ça ne veut pas dire que ça nous dessert complètement et que ah merde il faut changer ça. Non, c'est pas ça. Mais dans un certain aspect de ce fonctionnement, des fois ça nous rend un petit peu passif, un petit peu inactif sur notre propre évolution, nos propres changements et donc notre propre aptitude à nous diriger vers nos attentes. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous voyez là par exemple, moi le premier, je vais me prendre comme exemple, c'est le plus simple, comme ça je risque pas de dire des bêtises sur quelqu'un d'autre. Moi le premier, quand je vois tous ces changements qui ont été induits à la suite de cette obligation de s'arrêter au niveau de notre société pendant la période de confinement et tout, où tout le monde était de force interdit quasiment de bouger, les seules choses qui étaient possibles, c'était finalement de communiquer entre nous, de regarder des choses qu'on n'avait pas le temps de regarder d'habitude, d'aller dans des endroits où on était tranquille, qui n'étaient pas du tout au sein des villes, de pouvoir observer la nature avec forcément plus de temps et donc plus de finesse dans notre observation. D'être moins préoccupé par comment on va faire pour gagner demain, qu'est-ce qui va se passer si je perds mon boulot et tout, non pas parce qu'on avait peur, plus peur de perdre notre boulot, mais simplement parce que comme on était un petit peu tous dans le même panier, c'est presque rassurant de savoir que je suis pas le seul à risquer ça, on est des centaines de milliers à risquer de perdre notre job, on est des centaines de milliers à risquer de manquer à telle période, et donc cet effet en tant que tel, juste lui tout seul, il est pas inquiétant dans le sens où comme on est beaucoup à risquer de perdre, il y a forcément une notion de si on est beaucoup, on va forcément s'entraider. Donc c'est moins inquiétant d'emblée. Alors, ça c'est quelque chose qui est merveilleux parce qu'effectivement, si on est beaucoup à être dans un risque, si on est beaucoup à risquer de manquer, à risquer d'être en danger, inévitablement, naturellement, il va y avoir une forme de solidarité qui va s'imposer et qui va animer chacun des êtres humains. On le voit quand on parle de guerre d'un clan à un autre, d'un pays à un autre, il n'y a pas forcément toute la terre qui va participer et qui va s'entendre. Il y a des religions qui sont dissociées, il y a des personnes qui sont pas du tout sur la même façon d'aborder la vie, de la voir, de la concevoir. Il y a des mésententes sur tout un tas de sujets, c'est pas les sujets qui manquent. Et puis donc ça c'est un frein à l'association, c'est un frein à la solidarité. Mais quand on imagine, quand on se conceptualise le fait que potentiellement un risque vient de l'extérieur et pour la globalité de la Terre, par exemple une météorite qui risquerait de mettre la société complète en danger, ou bien une race alien sur un plan physique qui viendrait peut-être essayer d'envahir notre planète. Là on s'aperçoit que les religions, les croyances politiques, les états moraux de droite ou de gauche ne sont plus vraiment prioritaires. La priorité c'est il y a une phrase de la CIA qui dit ça méchamment, enfin méchamment parce que c'est très subtilement vicieux, qui dit nécessité fait loi. Ce qui veut dire que même si tu fais quelque chose contre la loi, tuer quelqu'un ou machin, si c'est nécessaire, nécessité fait loi, donc tu peux surpasser la loi. Et il y a un bonhomme qui parle de ça très très bien dans différentes vidéos, mais une de ces dernières en parlait, c'était Idriss Aberkan, que j'aime beaucoup, qui fait une actualité bien dénudée et puis quelqu'un d'une grande culture, une grande intelligence, donc il est intéressant à écouter si jamais. Donc nécessité fait loi, ça veut dire que tout d'un coup, cette nécessité, alors là l'exemple c'était on se fait envahir ou attaquer par une race extérieure à la race humaine qui est vraiment agressive et puis pour laquelle on a besoin de s'unir, là on s'apercevra que ce soit un musulman, un catholique, un orthodoxe ou autre chose, vont très facilement s'unir sans s'inquiéter de leur religion ou d'autres choses parce que c'est nécessaire, parce que leur survie est nécessaire. C'est comme si tout d'un coup, chacun des cerveaux reptiliens de chaque personne qui doit l'emmener à sa survie s'associe en un seul cerveau reptilien, une cause commune qui est nécessaire, sans quoi tout le monde va mourir. Alors là, on ne regarde pas si notre copain d'à côté il est jaune, il est noir, il est blanc, il est gentil, il est méchant, il est beau, il est petit, il est grand, on ne regarde plus. Là, on a besoin de tout un chacun est nécessaire, on veille les uns sur les autres, on se protège, on se surveille parce que ensemble on a cette chose à défendre. C'est comme si finalement
l'existence humaine, elle ne défend pas le lieu sur lequel elle vit à ce moment-là, elle défend son existence même. Ça veut dire, alors moi j'aime beaucoup les films, j'aime bien les Marvel, les choses comme ça, et je sais qu'à un moment, si vous avez regardé un petit peu ça, que vous aimez, il y a un Thor qui est le Thor Ragnarok, où tout d'un coup Thor va perdre sa planète va être détruite par le Ragnarok, et puis il s'inquiète de perdre sa planète et de pas réussir finalement à sauver sa planète qui s'appelle Asgard. Et son père Odin, donc le dieu de toute chose, lui dit mais Asgard, ça n'est pas un lieu, Asgard c'est un peuple en fait, finalement c'est ton peuple. Et bien l'humanité elle est pareille, elle veut protéger son petit bout de terre, elle veut gueuler sur le voisin parce qu'il a touché le rétro de sa voiture, mais en cas d'attaque flagrante extérieure qui met toute l'humanité en danger, il n'y a plus de problème de territoire, il n'y a plus de problème de c'est chez moi, c'est chez toi, il y a simplement on est nous à sauver, même pas nous notre planète, mais nous en tant qu'intégrité de peuple humain, on doit s'associer. Donc ça c'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et la contrepartie, ce que je trouve un petit peu délétère là-dedans, que j'allais vous annoncer, c'est que finalement, ça nous rend un petit peu passifs. Et là, quand c'est pas des causes qui sont flagrantes, comme des extraterrestres qui viendraient nous anéantir, ou un météorite qui viendrait de loin et qui pourrait vraiment gravement atténuer la population humaine sur Terre, voire même l'intégrité de la Terre, eh bien, on a tendance à être moins dans cette solidarité. C'est compliqué, ou c'est une solidarité d'attente. Ça veut dire que, par exemple là, quand on s'est dit, pour ceux qui se sont dit un petit peu comme moi, ah bah chouette, les gens voient les choses différemment, enfin il y a une prise de conscience, enfin ils s'aperçoivent qu'on doit changer le rythme, qu'on doit changer le temps qu'on a pour nos enfants, qu'on doit changer la qualité de nos nutriments, le rythme de nos journées aussi, qu'on doit peut-être se donner du temps pour des siestes, pour avoir une fleur dans la bouche, en bord de rivière, pour prendre du temps pour soi quoi finalement. Quand on en arrive là, quand on en est arrivé à penser comme ça, et que on a espéré que tous ces gens dans le même confinement que nous, eh bien, allaient penser comme nous, on a peut-être espéré que cette cause commune était aussi grande et aussi puissante qu'une attaque extraterrestre le serait. Et on s'est dit, c'est génial parce qu'on est tous à prendre une prise de conscience, les choses vont enfin évoluer, vont enfin changer, et je crois que comme moi, la plupart des gens qui avaient cet espoir attendaient ça avec la plus grande des impatiences. C'est marrant parce que j'ai parlé d'espoir alors qu'en vérité j'aime pas du tout ce mot. L'espoir je l'ai jamais aimé parce que l'espoir c'est forcément étymologiquement quand tu étudies l'espoir c'est une sorte d'attente pour le lendemain, attente pour plus tard, parce que tu as la confiance, tu as la foi que le lendemain, que le plus tard, eh bien il sera porteur, il se passera bien. Et donc du fait ça a tendance à te rendre assez passif sur le maintenant. Tu fais rien parce que tu sais que demain t'as l'espoir que tout se passe bien, donc tu vas pas entreprendre la construction du mur dont tu as besoin aujourd'hui pour te protéger de la tempête de demain, parce que tu as l'espoir que cette tempête elle va être déviée par un courant X ou Y. Et bon, le lendemain arrive, si elle n'a pas été déviée, tu n'as pas construit ton mur, tu l'as dans l'os. Donc l'espoir, c'est pas le mot que je préfère, mais il y a une sorte d'espérance quand même, quelque chose qui doit nous animer, nous habiter, et cette problématique que moi j'ai rencontrée à mon niveau, mais que beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, ont relayé, c'est que finalement, bah oui, il y avait une peut-être penser ou un espoir que quelque chose allait se passer, mais finalement l'attaque n'est pas assez grande. Alors, on n'est pas avec une peuplade extraterrestre qui vient nous attaquer, on n'est pas avec un météorite de je sais pas quoi, on est juste avec des gouvernements qui sont belliqueux, qui sont malhonnêtes, et des intérêts financiers ou de pouvoir au niveau de notre dirigeance qui est globale, qui est mal fondée, qui est mal intentionnée, et même si c'est conséquent et que ça touche nos vies à tous, c'est pas flagrant. Beaucoup de gens en sont conscients, d'autres n'en sont pas pleinement conscients. Les opinions divergent là-dessus. On a du mal à avoir finalement un point d'observation qui soit totalement constructif là-dessus, parce que ce qui est donné à nos êtres comme information est bien souvent biaisé. La plupart des médias que vous connaissez, jusqu'aux émissions même scientifiques que vous pouvez observer sur des chaînes qui paraissent intéressantes, sont malgré tout tenues et créées la plupart du temps par ces mêmes pouvoirs en place.
qui donc peuvent eh bien filtrer et puis poser à nos yeux et à nos oreilles exactement ce qu'ils veulent poser. Donc finalement, c'est jamais tout vrai, c'est jamais tout faux. On est toujours un petit peu sidéré, on est toujours un petit peu dans l'incompréhension. On a bien ce sentiment intérieur qui est naturel, que la nature humaine fondamentalement elle est bonne. Quand on voit un bébé d'1 an et demi qui marche, s'il voit quelqu'un tomber dans la rue, naturellement il va se choquer de ça, il va regarder, oh, il va presque être en empathie à pleurer avec la personne, ou alors il va se diriger pour l'aider. Quand on voit un bébé qui regarde un animal, alors cet animal, s'il essaye d'attraper quelque chose, le bébé naturellement va essayer de lui donner. C'est quelque chose qui est dans la nature humaine, d'être gentil profondément finalement. Mais ça on le sait, on le sent à l'intérieur de nous, que ça fait quand même partie de notre génétique. Mais il y a quand même un comportement qui est un comportement assez mental, qui est assez, c'est un formatage, un conditionnement finalement, une sorte d'éducation qui fait que cette nature, elle est surpassée par le conditionnement en place, elle est surpassée par ce qu'on croit être nos besoins fondamentaux, par nos envies. Il y a tout un tas de choses qui sont placés, qui sont conçus avec une intelligence incroyable et une efficacité incroyable pour nous détourner de nos besoins naturels et de cette nature première qui est cette nature empathique. Et donc du coup, comme beaucoup de nos congénères sont bien conditionnés, certains plus, certains moins, et bien ceux qui sont peut-être un peu moins conditionnés ou un petit peu plus en lien avec leur état naturel, cette sensibilité accrue, ce côté émotif qui est plus pur, peut-être moins terni, et bien vont tout d'un coup, quand ils voient un élan comme ça, comme le confinement se met en place, se dire ah super, les plus conditionnés vont lâcher enfin, puis vont revenir à leur nature. Et quand ils voient que finalement ça le fait pas, dès qu'on remet en route les magasins, les restaurants, les machins, ils replongent dans leur même fonctionnement, et bien là il y avait une sorte de déception. Et c'est peut-être là que c'était en lien avec ce fait que eh bien il y a cette espèce de solidarité qu'on croit, qu'on sait être naturelle, mais qui n'est pas assez forte face au conditionnement. Et comme on attend dessus, eh bien, on se dit ensemble, on va se lier comme le fait naturellement un être et un autre être pour être en sécurité, pour pouvoir s'aider l'un l'autre, comme on le fait naturellement à la base depuis la nuit des temps. Et dans cette attente qui ne se met pas en place, parce que finalement, dès qu'on relâche un peu la bride, et puis qu'il n'y a plus de confinement, et puis que les gens ne sont pas bloqués, dès qu'ils retournent à leur possibilité d'avoir des excès de comportement, des excès de ceci, des excès de cela, ils y retournent bien favorablement vers leurs excès. Et donc une bonne partie qui est suffisante pour diviser un peu la population, et qui est quand même au sein de certains groupes. Je veux dire, dans tous les groupes, il y a un bon, il y a un mauvais, c'est comme dans toutes les familles, il y a un tonton chiant et puis une mamie gentille. Bon, il va y avoir suffisamment de discorde pour que finalement cette unité qu'on attend d'instinct naturellement, de façon implicite, ne se mette pas en place, ou pas à la vitesse qu'on le veut, ou pas avec la force qu'on le veut. Et je crois que beaucoup de gens ont ressenti ça dernièrement. Et là, justement, aujourd'hui, moi, à mon niveau, comme je suis en vacances, j'ai pas spécialement vu de gens depuis le mois de juillet. Je reprends en août. Là, je vais partir. C'est où que je vais? Je vais dans 3 semaines. Dans 3 semaines, fin août, je vais aller à Valenciennes, où j'ai encore des places d'ailleurs pour les séances et pour les formations. Et dans cette période-là, je vois, je dirais depuis une semaine, je vois qu'il y a quand même quelque chose de plus doux qui se remet en place. Comme si finalement les vacances, sans obligation, sans confinement, sans rien, étaient déjà capables de pouvoir nous ramener un petit peu vers cet aspect naturel. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas cette obligation, parce qu'on se dit bon voilà, j'ai 2 semaines, 3 semaines de congé, une semaine, et puis donc j'ai pas la pression du boulot, je suis pas obligé de me coltiner tel temps d'embouteillage en ville, etc. Donc je vais pouvoir me relâcher un peu. Et dès que les gens se relâchent un peu, ils reviennent inévitablement à leur tendance naturelle. Et cette tendance naturelle chez l'être humain, que vous le voyez ou pas, que vous soyez aigri sur la question ou pas, c'est une tendance qui est belle, qui est empathique, qui est jolie. Alors bon, il y en a des plus, il y en a des moins, mais c'est une tendance de l'être humain d'être un être bon.
moi je la sens se mettre en place. Je ne sais pas si c'est dû aux vacances, je m'interdis d'une certaine manière d'avoir des espérances à ces sujets-là maintenant, parce que je suis quand même assez sensible comme garçon, même si des fois je fais le costaud et tout. Et c'est vrai que quand je me mets dans des espérances, dans des espoirs, je crée de l'attente, et quand je crée de l'attente, et ben inévitablement je peux me confronter à des déceptions qui peuvent s'occasionner à la suite d'une attente à laquelle j'aurais pas eu mon retour ou ma réponse. Donc je m'interdis un petit peu ça, les attentes, mais je vois que ça se met en place, je le sens, puis je l'apprécie. J'espère que chacun à votre niveau, vous apprécierez ça aussi. J'espère que vous comprendrez cette mécanique subtile, qui est une mécanique à la fois merveilleuse en termes de survie, mais qui est également une mécanique qui peut être délétère à un certain niveau de son existence, parce que elle va vous rendre plus passif. Elle va faire que vous attendiez plus facilement d'être en groupe pour pouvoir faire changer les choses, d'être soutenu, d'être accompagné pour une sorte de sécurité ou une sorte d'assurance ou de garantie. Et finalement, elle va retarder le mouvement, elle va retarder le moment où vous actez quelque chose véritablement pour changer notre mode de vie, pour changer notre existence, pour changer la conscience des gens. Alors dans cet aspect-là, évidemment, elle n'est pas forcément salvatrice, elle est plutôt un petit peu délétère. C'est pas le drame non plus, mais c'est intéressant, je trouve, non pas de critiquer les gens et de pointer du doigt celui qui fait comme ci ou comme ça, mais plutôt de prendre un peu de recul et de hauteur et de s'attaquer à la structure qui conditionne et qui formate les gens. Parce que finalement, les gens sont ce qu'ils sont. Les gens sont aussi merveilleux que merdiques. Je veux dire, moi, je suis un ange, autant que je suis un trou du cul. Et c'est pour tout le monde pareil. On a nos moments, on a des fois des forces, on a des faiblesses, on a des élans de courage, des fois on est autre chose, des fois on est en pleine forme, des fois on est en épuisement, et puis ça conditionne tout un tas de comportements qu'on peut avoir, mais on est tous pareils, on n'est pas merveilleux, on n'est pas gentil, on n'est pas méchant, on est à la fois merveilleux, gentil et méchant, on est tout ça, et puis en fonction des contextes, de notre état d'être, de notre nutrition, de notre niveau d'énergie, de la saison, des pleines lunes, de tout un tas de trucs comme ça, on va laisser s'exprimer de nous certaines choses, et puis certains vont commencer à travailler sur eux parce qu'ils prennent conscience un petit peu de cette mécanique et vont favoriser ce qu'ils trouvent le plus joli en eux, et de fil en aiguille on devrait normalement s'améliorer. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire, et puis il y a des hauts, il y a des bas comme pour tout le monde. Simplement, c'est vrai que si on évite de discuter, de critiquer des gens, même de critiquer tout court, mais que on essaye simplement d'observer, observer qu'un trou du cul est un trou du cul, ça veut pas dire critiquer quelqu'un d'être un trou du cul, ça veut dire observer que dans l'instant T où on l'observe, il atteint un comportement de trou du cul. Ça ne fait pas de lui un trou du cul, mais ça fait quelqu'un qui en est un sur ce comportement là. Peut-être que la seconde d'après il va être capable de sauver quelqu'un d'une noyade, et puis ça sera un sauveur, mais tout ça pour dire que si on observe les structures, que ce soit les structures d'éducation, les structures administratives ou les autres structures religieuses et autres qui conditionnent les comportements humains, qui vont créer des jalousies, des convoitises, des raisons de se battre, parce que je veux dire, combien de gens aujourd'hui prennent parti pour une simple équipe de foot, combien d'histoires folles et de choses cassées et de bagarres sont nées de simplement deux équipes dans un sport qui s'affrontent, avec des supporters qui sont pas capables d'accepter la défaite, qui sont pas capables d'être humbles dans leur victoire. C'est souvent comme ça. Bon, alors imaginez si c'est pour une question de territoire, pour une question de pays ou d'autres idées plus violentes, l'être humain devient vite comme ça. C'est ces structures-là, c'est ces structures qui dirigent l'être humain vers des comportements fous et idiots qu'il faut plutôt observer et essayer de changer par nous-mêmes en premier, parce que si vous attendez d'être en groupe pour y arriver, ça ne devrait pas arriver avant très longtemps. Mais si vous prenez le recul et la hauteur d'observer les choses sous cet angle-là, tout d'un coup vous critiquerez moins l'individu, et donc énergétiquement aussi ce sera plus porteur pour vous. Voilà, je crois que j'ai envie de vous parler de ça, de vous transmettre ça aujourd'hui, parce que finalement en termes de fonctionnement constructif, en termes d'efficacité dans sa mise en place, c'est ce qui est le plus efficace. Lorsqu'on attend d'être en groupe, ça occasionne des guerres, c'est des groupes qui s'affrontent contre d'autres groupes qui s'affrontent, mais lorsque l'on change individuellement
comme si on faisait partie d'un groupe plus grand, mais sans attente de son prochain pour se sentir soutenu ou pour se sentir juste dans notre façon de nous diriger ou d'être compris, et bien de toute façon à son échelle, on crée le monde que l'on souhaite voir être autour de nous. Je ne sais plus si c'était Gandhi qui disait ça ou d'autres penseurs, mais sois le changement que tu souhaites voir incarné dans ton monde. Voilà les amis, j'ai pas envie de vous tenir plus longtemps pour vous parler de ça, j'espère que ça vous aura été productif, c'est gentiment la fin de mes vacances, mais comme j'avais un petit peu de temps au bord de cette rivière, je me suis dit que j'allais vous transmettre cette petite pensée, ce petit partage de réflexion. Je vous retrouve bientôt, et puis en attendant je vous envoie un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, et puis de prendre soin de vous.